Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce jeudi 24 mai. Un premier jour pour un grand week-end de repos sous l'œil et les techniques sophistiquées des gendarmes de la route chargés du respect des limitations de vitesse. Tout semble intéresser le président de la République en matière de société. Depuis plusieurs semaines, il multiplie interventions et déplacements. Aujourd'hui, il était à Saint-Étienne, au congrès de la Fédération des parents d'élèves de l'école publique. À gauche, le dîner de Matignon n'a pas fait l'objet pour l'instant de grands commentaires. Nous entendrons ce soir ceux de notre invité, François Hollande. Le terrible jeu du foulard a fait une nouvelle victime, un adolescent de 13 ans à Bourges. Enquête dans cette édition sur une pratique de strangulation dramatique. La campagne électorale britannique semble toujours très favorable à Tony Blair. En exclusivité pour Laurent Boussier, notre correspondant, le Premier ministre de Sa Majesté, nous a accordé un entretien. Vestige de l'époque romaine, le pont du Gard s'enrichit depuis quelques jours d'un musée unique avec reconstitution et images virtuelles. Première visite à la fin de ce journal. Alors il ne s'agit pas bien sûr de gâcher votre plaisir de ce pont de l'Ascension, mais simplement d'appeler à la prudence des automobilistes qui aujourd'hui encore, mais surtout dimanche prochain, lors des retours, seront confrontés à un trafic routier important. Les gendarmes seront nombreux. Ils seront surtout équipés de nouveaux moyens sophistiqués de détection des fraudes aux limitations de vitesse. Commentaire Valérie Hermite avec Benoît Gadret. C'est assez nouveau, technologiquement très pointu et beaucoup plus dangereux pour les automobilistes un peu trop pressés. Les radars laser apparus il y a 2 ans ont été déployés en nombre ce week-end sur les routes de France. Un simple coup d'œil en direction de votre véhicule et le laser à plus de 500 mètres de distance calcule immédiatement votre vitesse. Renault Espace Parme à 131. Aussitôt dit, aussitôt arrêté. Alors vous risquez une amende de 600 francs si vous vous acquittez sur le champ ou 900 francs sous 30 jours ouvrables. Seul inconvénient de cette technologie, les gendarmes sont obligés d'être beaucoup plus visibles. Mais les appels de phare n'y changeront rien, car l'appareil, petit et léger, est très facilement transportable. L'avantage de cet appareil-là, c'est qu'étant donné qu'on est beaucoup plus mobile, les gens ne doivent plus avoir cette impression de se dire, voilà, ponctuellement à cet endroit-là, je passe, parce que souvent les gendarmes sont à cet endroit-là, je passe, donc je ralentis et après j'accélère. Beaucoup plus au sud, aux alentours de Lyon, les bons vieux radars sont également de sortie. L'objectif des pouvoirs publics est clair, beaucoup moins de tolérance lors des grands départs en vacances. Un dispositif qui aurait permis de réduire de 30% le nombre de tués lors des derniers grands ponts du mois de mai. Des longs week-ends, de plus en plus chargés. La journée était classée orange et elle a tenu toutes ses promesses. Plus de 100 km de bouchons en Rhône-Alpes en tout début d'après-midi. On a envie de partir en vacances, donc je pense que tout le monde a envie de partir en vacances et on est content. Malgré tout, on sait que c'est pour 2 heures maxi. Les journées de demain et d'après-demain sont classées vertes. Les retours des bouchons sont prévus en même temps que les vôtres, c'est-à-dire dimanche. Dans cette même préoccupation de sécurité routière, on retrouve les résultats d'une étude sur les sièges enfants pour voitures. Des tests de sécurité auxquels on a procédé révèlent que ces sièges protègent mal, voire très mal, des chocs latéraux. Et il convient de rappeler que des centaines de très jeunes enfants meurent chaque année en Europe lors de collisions au cours desquelles les sièges ne résistent pas. Vous voyez le reportage de Marie-Pierre Samitier avec Vincent Ferreira. En cas de choc latéral, la plupart des sièges auto pour enfants ne résistent pas. Selon une étude européenne, ces sièges pour bébés ne supportent pas les chocs de côté. D'habitude, c'est à partir de chocs frontaux que sont réalisés les tests. Un siège qui résistera à un choc de face aussi violent obtiendra une norme de sécurité européenne. Mais voilà, la nouvelle étude met carrément en cause ces normes de sécurité. Des normes pourtant validées par le ministère des Transports. On essaye tous les jours et avec les constructeurs et avec les autres pays européens effectivement d'améliorer les véhicules et donc les tests. Donc cette étude va amener effectivement encore plus de recherche dans ce domaine-là et peut-être de nouvelles normes définies au niveau européen pour les sièges auto. La plupart de ces sièges vendus en grande surface sont donc dangereux. Aucun n'a été retenu par les nouveaux tests. Et sur les 25 sièges auto passés au crible, 2 seulement sont fiables. L'étude rappelle que 70% des accidents mortels sont issus de collisions latérales. Alors, pour les parents, boucler la ceinture n'est pas suffisant pour l'instant, même s'ils ont posé les bonnes questions en achetant leur siège. C'est la première question, de savoir s'il était conforme aux normes de sécurité. On nous a dit que oui. Voilà. C'est vrai qu'on n'a pas trop fouillé.
On n'a pas trop cherché après, on a plutôt fait confiance aux vendeurs. En 1998, sur 60 000 enfants victimes d'accidents de voiture en Europe, 750 ont trouvé la mort sur la route. La grande majorité des vols du groupe aérien AOM Air Liberté a été annulée aujourd'hui en raison de la grève observée par une partie des pilotes et personnels de bord. Tous les vols au départ d'Orly, à de rares exceptions près, ont donc été supprimés. Reportage Christophe Nédard, Émilie Lançon avec Frédéric Pasquette. Là maintenant, je peux vraiment dire qu'ils se foutent de notre gueule. Excédés, les voyageurs n'en peuvent plus de ces files d'attente. Directement Orly-Ouest, vous suivez les gens? Ce Guadeloupéen aurait dû rentrer chez lui à Fort-de-France. Pas de chance, son vol est reporté et il n'est pas le seul dans ce cas. Je devais partir à 12h15 en direction de Fort-de-France et je me retrouve sur mon vol de 16h35 à Roissy-Charles de Gaulle, théoriquement. Et c'est pas encore sûr que je sois parti. Ce matin, seuls les pilotes d'Air Liberté ont repris le travail. Leurs collègues d'AOM, eux, ont poursuivi une grève illimitée. Résultat, tous les vols annulés au départ d'Orly Sud, à l'exception de quelques liaisons vers la Côte d'Azur et la Corse. De quoi semer une sacrée pagaille dans l'aéroport. Maintenant, il faut savoir, madame, que nous sommes en grève et que vous en subissez comme nous les conséquences. Au comptoir d'AOM Air Liberté, la tension est vive, le personnel est complètement débordé et les voyageurs découragés. Je comprends qu'ils aient des problèmes, mais nous, si on a choisi cette compagnie, on les aide quelque part à garder leur emploi et bon, ils nous traitent un peu comme des chiens, il faut voir. Les syndicats comprennent la grogne des voyageurs, mais selon eux, c'est les dirigeants de la compagnie qui sont responsables de cette situation. La direction a pris la responsabilité de déclencher un conflit majeur pour le week-end de l'Ascension. Donc la direction, en l'occurrence Marc Rocher, est directement responsable de ce qui se passe aujourd'hui. Et demain, le trafic sera encore très perturbé. 60% des vols d'AOM Air Liberté devraient être assurés au départ d'Orly Sud. À la fin d'une longue nuit de débats parlementaires, les députés ont achevé l'examen en seconde lecture du projet de loi de modernisation sociale. Un amendement a été adopté concernant la prévention du harcèlement moral au travail. Une peine d'1 an de prison est notamment prévue pour sanctionner ce délit. À Saint-Étienne ce matin, Jacques Chirac, devant l'Assemblée du Congrès de la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public, s'est exprimé sur sa vision de l'école de demain, une école de la proximité et de l'efficacité. Le chef de l'État, qui poursuit ainsi ses interventions sur la société française, a dénoncé l'échec et les violences scolaires. Reportage Alix Bouillaguet et Didier Rancoeur. Dans chaque ville, désormais, c'est le même scénario. Tout commence par des mains que l'on serre et se termine par un discours. À Dreux, la sécurité, à Orléans, l'environnement. À Saint-Étienne, Jacques Chirac donne sa vision de l'école de demain, une école où le droit à l'erreur serait possible. Ce qu'il faut dessiner, c'est un arbre à plusieurs branches, avec entre les branches des passerelles, pour qu'à tout moment, il soit possible de prendre une autre direction. Plaidoirie en faveur de l'enseignement professionnel ou encore maintien du collège unique, Jacques Chirac n'hésite pas à chasser sur les terres de Jack Lang. Et tout comme le ministre de l'Éducation nationale, la priorité du chef de l'État reste la lutte contre la violence scolaire. Qu'un professeur hésite à tourner le dos à ses élèves pour écrire au tableau, qu'il soit violemment pris à partie par des adolescents qui ignorent les règles les plus élémentaires de la vie collective, ou que le silence en classe soit une conquête impossible. Tout cela n'est pas acceptable. Pendant la campagne présidentielle de 1995, le chef de l'État avait souhaité une grande réforme de l'éducation. À Saint-Étienne, le discours était loin d'être fondateur. Si l'objectif de Jacques Chirac était de doubler l'EPS sur le thème de l'éducation, c'est réussi, car ce n'est qu'à l'automne que les socialistes annonceront leur programme. C'est un jeu terrifiant auquel se livrent parfois des adolescents en milieu scolaire. On appelle ça le jeu du foulard, le jeu de la strangulation. Mais ce n'est plus un jeu, des enfants en meurent. Ainsi, un garçon de 13 ans a été retrouvé mort dans sa chambre à Bourges. Des parents, des enseignants ne cessent de mettre en garde contre cette pratique mortelle. On ignore le nombre exact de victimes. Il faut là aussi rompre le silence pour prévenir les familles des risques encourus par leurs enfants. Enquête Christine Boss et Sylvain Gauthier. Pendue à un foulard accroché à la poutre de sa chambre, Vanessa, 13 ans, est morte le 9 décembre dernier sans explication. Pour sa famille, Vanessa est décédée du jeu du foulard, pour preuve ce magazine pour ados, retrouvé dans sa chambre. Quand ce fameux soir, ça arrivé, même le commissaire, il a dit, hein, c'est un jeu qu'elle a fait. Hein. Bon, nous, on a eu... Bon,
Moi, j'ai tout jeté. Il y avait une petite table hein, qui était avec. Je l'ai aussi jeté. Où elle l'a mis dessus. Hein. Et elle l'a glissé. Hein. Elle l'a essayé. Hein. Et c'est tout. Hein. De toute façon, loin de là, elle n'était pas suicidaire, non. Pour vous, c'est impossible. Ah non. Oui, ça c'est sûr, c'est impossible. Hein. Non. Elle avait rien pour être suicidaire. Elle était... Et puis, ouais, déjà même les vacances pour cette année. Vanessa, mais également Ludovic, Bastien, Nicolas, des adolescents sans difficulté seraient tous morts de la même manière en expérimentant chez eux le jeu du foulard pratiqué dans les cours d'école et qui consiste à s'étrangler mutuellement pour provoquer l'évanouissement. Pour informer et prévenir, des parents ont créé un site internet et un forum de discussion. Il y a des enfants, il y a des camarades à eux qui jouent à ce jeu tous les jours en France. Pas seulement à l'école. Chez eux, à la maison, dans les clubs sportifs, dans les colonies de vacances. Ça se pratique partout. Il faut que ça cesse. Quand la mort frappe à la porte, et je le souhaite à personne, il ne faut surtout pas que ça se reproduise. Face au danger, les témoignages d'adolescents commencent à affluer. Malgré tout, le jeu du foulard continue à avoir des adeptes dans les cours de récréation. Il y a 2 copains qui se sont amusés à faire le jeu du foulard. Avec une écharpe. Celui-là en question, il est tombé. Peut-être 10 secondes. Après, il y a plusieurs de ses copains qui sont venus, ils lui ont mis des claques pour le réveiller. Pour les spécialistes de l'écoute d'adolescents en difficulté, le jeu du foulard fait partie de ces nombreuses conduites à risque propres à l'adolescence. Il y a une minorité de jeunes qui vont adopter des comportements à grand risque. Et ces jeunes-là, généralement, adoptent ces comportements plus seuls, pas en groupe. Et ces ados qui adoptent des comportements où ils se mettent en danger, pour nous, pour un certain nombre, sont des équivalents suicidaires. C'est comme s'ils essayaient un petit peu de tester leurs limites, tester le sens de la vie. Prévention contre psychose, dans quelques rares académies, une vigilance discrète s'est mise en place face à ce jeu transgressif. Publication d'un rapport sur les jeunes et la consommation de boissons alcoolisées. L'alcool, mais aussi parfois des mélanges, sont proposés aux habitués des soirées en boîte. Et malgré les avertissements des pays membres de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, aux producteurs d'alcool, des stratégies offensives pour séduire les jeunes sont menées par les alcooliers. Reportage Diego Garcia et Frédéric Faure. Pour mener une soirée d'étudiants tambour battant, il faut du monde, de la musique et, paraît-il, des boissons alcoolisées. Ici, le sponsor annonce la couleur. Jaune. Jaune comme une célèbre boisson alcoolisée. Un jaune présent partout, surtout dans les verres. Pour Stéphane et Alex, fête et alcool sont indissociables. Leurs visites au bar se succèdent. Gagnés par l'ivresse, ils oublient leur quotidien. Il est minuit. C'est pas cool, il faut travailler, toujours travailler. Nous les jeunes, on a besoin de se lâcher, on a besoin de faire la fête, on a besoin de discuter. C'est nécessaire pour nous aussi. Il faut être franc, Je pense que c'est un moyen d'échappatoire. T'as envie de t'évader quand voilà, tu es dans ta soirée, t'as envie de t'évader, t'as pas envie de penser aux problèmes que t'as chez toi. Site internet pour dénicher les soirées sponsorisées, beaucoup de promotions, peu de prévention. Pour les producteurs d'alcool, tout est bon pour piéger les jeunes. Sur le site, la boisson anisée rappelle qu'elle est partenaire d'événements culturels comme la fête de la musique. Retour sur la piste, il reste des tickets pour consommer gratuitement. Distribution de gadgets à gogo. 2h30 du matin. La nuit avance et Stéphane se sent de plus en plus léger. De mieux en mieux. C'est bon signe pour le sponsor. Quand on est en discothèque, on a accès à des boissons alcoolisées, donc il est assez naturel finalement que les marques cherchent à faire connaître leurs produits dans ces lieux de consommation. 5 h du matin, la soirée se poursuit dans une autre discothèque. Ils appellent cela un after. L'alcool et la fête mènent Stéphane au bout de la nuit. Plus de danse, plus d'ivresse. 10 ans après la loi Evin, l'alcool est le psychotrope que les jeunes consomment le plus souvent et le plus tôt. Alors ils trinquent. Dans les sociétés traditionnelles, il y avait des rites de passage et ça n'existe plus. Donc ces jeunes les trouvent comme ils le peuvent, en courant le risque de l'alcoolisation, le risque de l'ivresse, des risques qui se sont mêlés avec d'autres d'ailleurs, parce que ce risque de l'alcool, il se mêle avec le risque de la vitesse, par exemple en voiture, des relations sexuelles non protégées. Avec ces comportements à risque,
Le passage à l'âge adulte se paie donc parfois très cher. En France, les jeunes boivent moins que la moyenne européenne, mais ils meurent 3 fois plus au volant. Quelques heures avant de se marier à la mairie de Laval avec un Français, une jeune femme algérienne de 30 ans a été expulsée vers son pays d'origine n'ayant qu'un simple visa de touriste. La jeune femme est enceinte. C'est l'officialisation de son prochain mariage qui a en fait provoqué de la précipitation policière. Reportage Benoît Thévenet, Delphine Orvillers et Philippe Jasselin. J'aurais dû me retrouver ici, la voiture du marié là, devant l'hôtel de ville avec ma femme, hier à 17h. Quasiment jour pour jour, on est à 24 heures du mariage qui aurait dû être célébré. Dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui? Écœuré, fatigué de par les nerfs et surtout soucieux pour ma femme qui a enduré quand même des choses qui sont très difficiles. Nadia et Malik n'auront pas eu le temps de profiter de leurs noces, annulées en toute hâte. Mardi matin, Nadia, algérienne et sans papier, a été convoquée au commissariat de Laval. Garde à vue, puis rétention administrative. 24 heures plus tard, la police l'emmène à l'aéroport de Roissy, direction l'Algérie. Nadia vivait en France depuis 2 ans. Elle est enceinte de 3 mois. Bon Nadia, le problème il est là. Aujourd'hui, c'est par téléphone que tous deux cherchent une solution. Tu sois présent déjà pour l'accouchement, je sais pas. Voilà. Okay. Donc j'ai besoin de toi et... Pendant les 24 heures précédant le départ de sa future épouse, Malik a tenté tous les recours. Il est notamment allé reconnaître son futur enfant, mais rien n'y a fait. La reconnaissance de l'enfant à venir par le père, futur époux de cette femme, la situation en Algérie, la situation de cette femme au retour en Algérie avec un enfant à naître, tout ça devait être pris en considération par le préfet. Si les services de la préfecture qualifient les conditions de l'expulsion de désagréables, ils ne cachent pas pour autant que c'est grâce à la publication des bancs du mariage que Nadia a été retrouvée. Aujourd'hui, Malik envisage d'aller épouser Nadia sur l'autre rive de la Méditerranée pour pouvoir ensuite revenir avec elle en France. Entre-temps, son enfant sera peut-être déjà né. Les manifestations kabyles en Algérie ont fait 1 mort et plusieurs dizaines de blessés hier près de Béjaïa. Aujourd'hui, plus de 10 000 femmes ont défilé à Tizi Ouzou pour soutenir les victimes des émeutes et dénoncer de nouveau la répression du pouvoir. Commentaire Richard Binet avec Mohan Wanjli et Mokran Septi. Certaines sont venues des villages les plus reculés de Kabylie. 10 à 15 000 femmes dans les rues de Tizi Ouzou pour dénoncer l'arbitraire, la répression qui, depuis les émeutes d'avril dernier, se sont abattues sur les populations kabyles. Pour ouvrir le cortège, un portrait de Massinissa, un jeune lycéen tué il y a 1 mois dans une gendarmerie, lors de circonstances qui n'ont toujours pas été élucidées. Quand une mère, elle sait que son fils, en sortant, il risque d'être massacré à n'importe quel moment, alors sincèrement, on ne peut plus se retenir. Paroles de mères, mais aussi de femmes berbères. Les Kabyles ont payé un lourd tribut à la guerre d'indépendance. Ils se sentent aujourd'hui exclus de la vie algérienne. On est partie prenante, on est sorti pour dire non, non à l'injustice, non pour un état de droit, pour une république qui respecte les droits de tout le monde. En hommage aux 42 Kabyles tués depuis le début des émeutes, les femmes ont porté un gigantesque linceul. En fin d'après-midi, les jeunes reprenaient la rue pour une fois encore narguer un pouvoir plus que jamais muré dans le silence. Nouvel attentat attribué à l'organisation séparatiste basque ETA à Saint-Sébastien. C'est le directeur financier d'un journal basque qui a été assassiné. Tous les milieux politiques espagnols ont exprimé leur indignation. Commentaire Dorothée Lyric. C'est ici, sur ce parking d'un hôpital de Saint-Sébastien, que l'ETA a abattu sa dernière victime. La méthode, et c'est souvent la même, 7 balles, dont 3 dans la tête. L'assassinat n'a pas encore été revendiqué par l'organisation séparatiste, mais les policiers l'ont d'ores et déjà attribué aux terroristes basques. La victime, Santiago Oleaga, 54 ans, était directeur financier du Diario Vasco, le plus grand quotidien basque. Il n'avait pas de garde du corps. Une fois encore, l'attentat a provoqué la colère et l'indignation des proches, mais aussi des politiques. Il faut vraiment condamner de façon ferme et dure le meurtre brutal de Santiago Oleaga. Peu après l'assassinat, une bombe a explosé dans une voiture dans un autre quartier de Saint-Sébastien. Histoire, comme toujours, de faire disparaître les preuves.
Santiago Oleaga est la 8e victime de l'ETA depuis le début de l'année. En 30 ans, l'organisation séparatiste a assassiné près de 800 personnes. Et puis en Cisjordanie, 2 Palestiniens ont été tués aujourd'hui par des tirs israéliens dans le sud de Gaza. Ce matin, l'aviation israélienne a abattu un petit avion libanais dans son espace aérien. Le pilote de l'avion a été tué. Dans la perspective des élections législatives britanniques du 7 juin, les sondages continuent de donner largement gagnant Tony Blair, le Premier ministre travailliste. C'est le thème de l'Europe qui semble dominer la campagne électorale. Si les conservateurs veulent sauver la livre sterling, Tony Blair, lui, avec prudence, réaffirme son soutien de principe à l'euro. À notre correspondant, Laurent Boussier, avec Stan Rosenlohn, le chef du gouvernement sortant vient d'accorder un entretien exclusif en français où il évoque la monnaie unique européenne. Des éclats de rire et des embrassades qui font la une de la presse anglaise, rien de tel pour relancer une campagne jusque-là un peu terne. Depuis que l'opinion publique et la presse lui ont reproché de ne pas assez aller au contact avec les gens, Tony Blair multiplie donc les rencontres. Promenade en autobus, arrêts programmés dans des lieux stratégiques, photos et prises de vue avec enfants, étudiants, infirmières ou policiers, la mise en scène est toujours la même, lisse, propre, impeccable. Ainsi va la campagne de Tony Blair, où rien ne doit venir troubler l'image positive que le New Labour veut donner de son chef de file. Alors tout est contrôlé, minuté, 3 étapes par jour pour porter la bonne parole devant des auditoires sélectionnés. Seule improvisation de cette journée, quelques mots en français sur les conservateurs, l'euro et son bilan. On peut dire que l'économie est stable et puis il y a moins de chômage, il y a beaucoup plus d'emplois et aussi il y a beaucoup d'investissements dans les services publics. Alors pour nous, nous avons un bilan si vous voulez et nous pouvons dire bon, nous avons fait quelque chose et maintenant nous voulons l'opportunité de faire des autres choses. Et bon, c'est très important de participer dans l'euro. Et si nous sommes isolés, ce sera un désastre pour la Grande-Bretagne. Chronique d'une victoire annoncée. Depuis le début de cette campagne électorale, Tony Blair fait la course en tête avec un programme plutôt libéral. Pas d'augmentation d'impôts, des partenariats publics-privés pour injecter de l'argent frais dans les services publics, plus de policiers pour une meilleure sécurité. À 2 semaines du scrutin et avec des promesses électorales qui n'ont rien à voir avec un programme de gauche au sens français du terme, Tony Blair et le Labour gardent dans les sondages entre 12 et 15 points d'avance sur les conservateurs. Aux États-Unis, il a suffi de la défection d'un sénateur républicain pour que le président Bush perde le soutien de la majorité du Sénat. Ce sénateur du Vermont, James Jeffords, a décidé de quitter le parti républicain, trop conservateur à son goût, pour siéger comme indépendant. Or, les républicains de M. Bush ne détenaient le Sénat qu'avec une seule voix de différence. Les projets sur l'environnement et l'éducation du président Bush pourraient ainsi s'en trouver contrecarrés. La partie politique de cette édition, comme tous les jeudis, avec François Hollande, notre invité. Bonsoir. Bonsoir. L'un des faits politiques de cette dernière semaine est l'activité, pour ne pas dire l'activisme, du président de la République. M. Chirac a multiplié ses déplacements, lui permettant d'aborder maints sujets de société. Et cela ressemble fort à un début de campagne électorale. Commentaire, Jeff Wittenberg. En 2001, Jacques Chirac n'aura pas laissé beaucoup de sujets de société au bord de sa route. Par exemple, au début du mois, à Orléans, il révélait son adhésion aux thèses écologistes. La protection de l'environnement est devenue un impératif éminemment politique. À chaque fois, c'est un peu le même décor et le même scénario. Un discours, un thème, une initiative. Sans se voir. Sur l'île de la Réunion, il y a quelques jours, c'était la décentralisation et l'avenir des dom-toms. Lionel Jospin était venu ici quelques semaines auparavant. Car en fait, ce que dit Jacques Chirac n'est jamais loin de ce que fait ou subit le gouvernement. Ainsi, quand ce dernier doit se défendre face aux mauvais chiffres de l'insécurité, le chef de l'État vient justement en parler à Dreux et faire des propositions. L'insécurité, vous l'avez démontré, n'est pas une fatalité. Elle peut reculer. Sécurité, environnement et aujourd'hui donc éducation. Pour la gauche, aucun doute, c'est son futur programme de candidat que par petites touches, le président de la République est en train de rôder. Et même au RPR, on a du mal à soutenir le contraire. Je souhaite que Jacques Chirac soit candidat au renouvellement de son mandat. Bon, mais Jacques Chirac n'a pas commencé sa campagne, même s'il apparaît très proche des gens. Et c'est ça qui préoccupe les socialistes, c'est de voir que le président de la République
après 4 ans de gouvernement socialiste, être de plus en plus populaire, être de plus en plus proche des gens, alors que Jospin en est de plus en plus éloigné. Le premier cercle qui entoure le chef de l'État est au travail. Sa fille, Claude Chirac, son principal conseiller, Jérôme Monod. Comme la fracture sociale en 1995, il s'agit pour eux de trouver le thème de campagne qui fera mouche en 2002. Et pendant ce temps, la gauche plurielle au gouvernement connaît des débats internes serrés, notamment entre les communistes et les ministres du gouvernement Jospin. Pourtant, hier soir à Matignon, tous les chefs de file des différentes tendances de la gauche partageaient bien le dîner offert par le Premier ministre, mais ce fut en toute discrétion. Reportage Alban Mikosi et Jean-Marc Sursin. Silence dans les rangs. Les chefs de la gauche plurielle sont sortis du dîner en convoi avant minuit, la consigne de Matignon parfaitement respectée. Étrange soirée en vérité, avec en vedette américaine Valéry Giscard d'Estaing, venue parler Europe avec Lionel Jospin. Sur cette question, comme sur la Corse ou les institutions, les deux hommes partagent les mêmes objectifs. Observons qu'au jeu des fronts renversés, ça fait un partout, Jean-Pierre Chevènement étant hier à l'Élysée. Ce qui ne l'a pas empêché de participer au dîner de la gauche plurielle plus tard, une notion qu'il juge pourtant dépassée. Si les Verts se font discrets, l'autre souci pour les socialistes, c'est l'attitude du PC de moins en moins solidaire. Mais un partage. C'est un repas qui est tout à fait traditionnel. Il n'est pas un sommet, comment dirais-je, un rendez-vous majeur au plan politique. Nous voyons bien, donc je ne pense pas qu'il changera de statut cette fois-ci. Pendant ce temps, les députés ont achevé l'étude du projet de loi sur la modernisation sociale. Le vote interviendra mardi, et bien malin qui peut dire ce que feront alors les députés communistes. Alors François Hollande, vous étiez autour de la table hier soir. Je le confirme. Je sais que c'est un dîner habituel, mais franchement, compte tenu du climat, des tensions avec les communistes, de la position de Jean-Pierre Chevènement qui va voir Jacques Chirac, ça ne devait pas être facile de faire copain-copain. Non, c'était plutôt amical. C'était plutôt serein et c'était plutôt bien que la gauche plurielle puisse donner cette image-là. Nous, ça ne nous pose pas de problème. On peut avoir des différences d'appréciation, des divergences. C'est le cas en ce moment sur un certain nombre de textes. Et en même temps, ça ne nous pose pas de problème de nous retrouver ensemble autour du Premier ministre. Je ne suis pas sûr que pour l'opposition, ce soit aussi simple de se retrouver même autour de Jacques Chirac. Je n'imagine pas la scène, d'ailleurs, Pasqua, Seguin, Madeleine, Bayrou autour de Jacques Chirac. Nous, ça ne nous a pas posé de problème. On s'est retrouvés, on a discuté et on a pu se retrouver sur la gauche plurielle en accord. Maintenant, sur un certain nombre de textes, c'est vrai, en difficulté. Ça, c'est le communiqué officiel. Mais Jean-Pierre Chevènement, qui va voir Jacques Chirac avant pour se mettre d'accord avec lui sur la Corse et décentralisation et tout, et qui vient dîner à côté de vous, ça vous gêne pas trop ? Jean-Pierre Chevènement va voir qui il veut, quand il veut, et ce qu'il nous a dit, il ne s'en est pas expliqué, mais ce qu'il nous a dit, c'est que ce rendez-vous était prévu de longue date, et d'ailleurs, vous l'avez remarqué, Lionel Jospin, lui, recevait Valéry Giscard d'Estaing. Il n'est quand même pas anormal dans une démocratie qu'il puisse y avoir, pour le président de la République, pour le Premier ministre, des rencontres, y compris avec ceux qui sont dans le camp d'en face. Moi, ça ne me gêne pas. Ce que je souhaite, c'est quand on se retrouve, nous, tous, dans la majorité, on soit cohérents, et on l'a été, et amicaux, ça doit être la règle. C'est difficile, on voyait hier l'échange entre Mme Guigou et M. Grémetz, c'est difficile, c'est tendu, c'est limite quand même. Mais la gauche plurielle, je pense qu'il y a fait son succès depuis 4 ans, c'est qu'elle a été capable, au-delà des différences, des singularités de chacun, de se mettre d'accord sur les principaux textes et les principaux enjeux. C'est comme ça qu'on a pu faire les 35 heures, les emplois jeunes, la couverture maladie universelle, la lutte contre les exclusions. C'est parce qu'on a été ensemble. Et moi, je l'ai dit à mes convives d'hier, je leur ai dit, nous ne pourrons d'ailleurs réussir la dernière année, celle qui nous sépare de l'élection présidentielle, où il sera normal que chacun aille avec son parti, sa bannière à l'élection présidentielle, que si nous sommes cohérents. Parce que les Français, ils sont pour que les majorités qui sont en place travaillent, pas pour qu'elles se disputent, ou si elles doivent discuter, il faut qu'elles se mettent d'accord. Vu qu'il y aura plusieurs candidats, ça va être compliqué d'être cohérent quand même, non ? Moi je pense, j'ai essayé de plaider dans cette direction, qu'il est possible, pour une élection présidentielle, que chacun présente son projet. Je pense que même c'est sain que dans la gauche, il y ait plusieurs candidats. Communistes, radicaux de gauche, s'ils le veulent, mouvement des citoyens, c'est possible, verts, socialiste, je vous le dis, il y aura un candidat socialiste. Ça sera Lionel Jospin ? S'il le souhaite, je pense qu'il pourra être investi par les militants socialistes, je n'ai pas de doute là-dessus. Parce qu'il paraît qu'hier, il dit si j'ai pas l'assurance qu'on assume ensemble le bilan, je n'irai pas à la présidence. C'est vrai ou pas ? Il ne l'a pas dit hier, mais en même temps, je peux comprendre que ce qu'il fait depuis 4 ans, comme Premier ministre,
dans un climat qui était celui de la gauche plurielle, il ait envie de le prolonger, peut-être dans une autre fonction, nous verrons bien, mais en tout cas avec la même majorité. Il n'a pas envie de changer de ligne stratégique ou d'être candidat s'il doit y avoir la division. Ça n'a de sens de faire de la politique que si on peut agir. Si c'est pour retrouver les bancs de l'opposition, c'est normal, hein, mais il y a des âges pour ça. On a parlé d'Arnaud de Montebourg hier, qui quand même sème aussi une zizanie au sein des socialistes. Non, on n'en a pas parlé. En même on n'a temps, pas parlé de ce qui fâchait, quoi. Non, ça ne nous fâchait pas, parce que je pense qu'on se serait retrouvés globalement d'accord. Mais ce n'était pas le lieu, nous n'étions pas là pour discuter des affaires des autres, puisqu'en l'occurrence, l'initiative dont vous parlez, elle concerne des affaires de la mairie de Paris qui peuvent concerner Jacques Chirac lui-même. Ouais. Quelle est la bonne méthode? Est-ce que c'est de traduire Jacques Chirac en haute cour? C'est l'initiative qui est prise par Arnaud Montebourg, qui n'a pas abouti et qui, à mon avis, n'aboutira pas. Parce que c'est pas la bonne procédure et c'est pas la bonne démarche. Il faut faire quoi? C'est pas la bonne procédure parce que elle ne peut pas justement aboutir et c'est pas la bonne démarche parce que c'est pas une justice politique qui doit régler des problèmes qui sont de nature judiciaire. Alors si c'est pas la bonne démarche, quelle est la bonne procédure qui nous, peut ce que nous aboutir? proposons, c'est de dire c'est normal que le président de la République, quel qu'il soit protégé pour les actes qui sont ceux de l'exercice de sa responsabilité. Comme président de la République, il peut prendre des actes. Il est normal qu'il soit protégé et qu'il ne soit pas traduit devant des tribunaux. C'est ce qu'on appelle l'immunité présidentielle. Mais l'immunité présidentielle, à nos yeux, aux yeux d'ailleurs des citoyens, c'est pas l'impunité par rapport à des actes qui sont antérieurs à la prise de responsabilité, donc, à l'entrée en fonction. Et c'est pourquoi le Parti socialiste propose qu'il y ait une révision de la Constitution, là, prochainement, si on peut l'engager, notamment pour la période au-delà de 2002, pour dire quoi? Pour dire que pour les actes liés à l'exercice de la fonction présidentielle, il faut qu'il y ait cette protection. Et dans une certaine mesure, s'il doit y avoir une action, ça ne peut être que la haute cour, vous vous rendez compte, en cas de haute trahison. Mais qu'en revanche, pour des actes qui n'ont rien à voir avec l'exercice de la fonction présidentielle, qui ont été commis antérieurement, soit la justice ordinaire. Soit la justice ordinaire. Attendez, vous savez bien, François Hollande, que ça ne peut pas aboutir, que le Sénat ne votera pas. Il faut que les deux chambres le votent. Donc c'est pareil, dans les deux cas, ça ne peut pas aboutir, une réforme de Constitution. Je ne suis pas d'accord avec vous. Pourquoi sur cette réforme simple, qui ne concerne personne en particulier, cette réforme simple, qui est celle qu'attendent les Français, du président citoyen. Ouais. Un président doit être protégé comme président, mais comme citoyen par rapport à des actes qui ont été engagés avant qu'il ne devienne président. La justice ordinaire. Vous pensez que ça serait voté par les deux chambres? J'entends un certain nombre de membres de l'opposition d'aujourd'hui dire que sur ce principe simple, nul ne peut s'y opposer. Parce que je comprends que nul ne veuille être sali, et que c'est insupportable les procès d'intention. Mais pour ne pas être sali, il ne faut pas être intouchable. Bon. Jacques Chirac, très actif, on l'a vu dans le reportage de Jeff Wittenberg. Ça vous gêne qu'il occupe au fond cet espace que vous ne pouvez pas occuper parce que vous êtes aux affaires? Nous connaissons bien Jacques Chirac, nous connaissons sa nature. Vous le connaissez bien. Oui, et je crois que les Français aussi. Promettre n'est pas pour lui la pire des postures. Tenir, c'est parfois plus difficile. Mais être en campagne, je crois que c'est ce qu'il préfère. Alors, ce qui est fâcheux dans son cas, c'est qu'on a l'impression qu'il a toujours été en campagne, sauf pendant 2 ans. Il a quand même un bilan de 2 ans où Alain Juppé gouvernait. Et c'est ce qui, quelquefois, met en porte-à-faux ses promesses d'aujourd'hui avec ses actes d'hier. Mais moi, je le laisse tranquillement faire campagne. Je rappelle quand même, si les téléspectateurs n'en sont pas informés, que l'élection présidentielle, c'est dans 1 an. Ouais. Écoutez, s'il veut encore pendant 1 an battre l'estrade, il en a parfaitement le droit, y compris comme président de la République. Et moi, ce que j'attends du gouvernement Lionel Jospin, c'est qu'il agisse. Bon, en fait, Jacques Chirac bénéficie de la cohabitation. Il a un espace pour lui, il n'est pas aux affaires, donc c'est plutôt bien. C'est un peu ce qu'a fait François Mitterrand dans les années de première cohabitation aussi. Oui, François Mitterrand l'avait fait 2 fois 2 ans. Ouais. Lui, il aura fait 5 ans en continuité. Je ne suis pas sûr que c'est ce qui est recherché, parce que quand on se présente à une élection présidentielle, c'est pas pour être en cohabitation. Mais moi, je n'ai aucun reproche à faire de ce point de vue à Jacques Chirac, qu'il mène campagne, qu'il fasse ses promesses, mais qu'on le juge aux actes. Est-ce que Lionel Jospin doit rester au gouvernement jusqu'aux élections, ou est-ce qu'il pourrait partir, par exemple, à l'automne pour se donner un peu de champ, un peu de recul et préparer sa campagne électorale? C'est pas parce que Jacques Chirac, lui, est parti en campagne qu'il faudrait qu'il donne le départ de la campagne présidentielle, je vais vous dire. Elle aura lieu dans 1 an. C'est bien qu'il est très difficile quand on est Premier ministre. Si j'avais un conseil à donner à Lionel Jospin, il est investi de la mission de Premier ministre, qu'il reste Premier ministre jusqu'au moment où
jugera opportun d'être candidat, et puis à ce moment-là, il mènera campagne tout en assumant ses responsabilités. Donc pour vous, il doit rester jusqu'au bout, quoi. Moi, j'ai pas de leçons péremptoires à fournir, mais je dis quand même que quand on est dans une fonction, il faut la remplir. Et quand on est candidat, on doit l'être, quitte à prendre un peu de champ, ou de distance, ou de séparation. Ce qui n'est pas, en ce moment, le cas de Jacques Chirac, mais chacun se comporte comme il l'entend. On parle beaucoup de vous, François Hollande, comme un successeur possible à Matignon. Si Lionel Jospin est à l'Élysée, on dit que vous êtes le jovial qui se gondole et que vous pourriez aller à Matignon. C'est vrai, ça, ou pas? Écoutez, moi je me méfie des pronostics. Tous ceux qu'on annonce généralement dans des postes ne les obtiennent jamais. Donc je préfère me gondoler et rester jovial pour ne pas perdre ce tempérament et ne pas perdre non plus la tête. Merci François Car Hollande. il faut d'abord gagner les élections. Merci beaucoup. Du sport, du football. Hier soir, ce fut une deuxième défaite consécutive pour les Espagnols du FC Valence. En finale de la Ligue des Champions, le Bayern de Munich l'a emporté. Mais ce fut laborieux puisqu'il fallut la séance des tirs au but pour que l'équipe allemande de Vicente Lizarazu et de Willy Sagnol l'emporte. Et voilà d'ailleurs portant la coupe. On a peut-être retrouvé un portrait authentique de William Shakespeare. Une petite peinture vieille de 400 ans pourrait bien être le seul portrait existant de Shakespeare à avoir été réalisé de son vivant. Regardez bien, l'homme, alors âgé de 39 ans, sourit. Commentaire Marie-Hélène Bonneau. Être ou ne pas être, la question se pose toujours pour Shakespeare. Cet homme au regard clair pourrait être le célèbre écrivain, peint à l'âge de 39 ans par un inconnu, John Sanders. À l'arrière de la toile, on peut lire « Shakespeare, né le 23 avril 1564, mort le 23 avril 1616 ». Mais les spécialistes polémiquent sur l'authenticité du tableau. Entre les différents groupes scientifiques, nous sommes incapables de prouver que c'est le faux le plus ancien ou une peinture originale. Si le tableau s'avère authentique, l'image que l'on connaissait d'un Shakespeare austère, au crâne dégarni, serait remplacée par celle d'un jeune homme épanoui, presque souriant. Le groupe Cat Onoma vient de publier cet album, c'est son 7e entre du rock et le jazz. Cat Onoma cultive une classe à part dans le rock français. Ils sont en tournée après 5 ans d'absence scénique et discographique. Présentation Pierre-Emmanuel Luneau et Marine Vincent. Cat Onoma, c'est un peu ça. De très vieux amis unis par l'amour de la musique et qui tournent un peu le dos au monde qui les entoure. Les Cat Onoma méritent pourtant qu'on les écoute. En 15 ans d'existence, ils se sont discrètement, mais sûrement, imposés comme une des valeurs sûres du rock français. Vous faites une note, on entend Cat Onoma. Moi, quand j'écoute Duke Ellington, il suffit d'une note de piano, je sais que c'est Duke Ellington, quoi. Et de fait, Cat Onoma est un groupe à part. Good evening, uncle, bonsoir, tante, truc, Réunis depuis le début des années 80, les membres du groupe, dont la moyenne d'âge dépasse la quarantaine, ont toujours abordé leur musique en véritable orfèvre du rock. Maison de fille dans le jardin, tout cold, noir sur l'eau. Le public le sait, et c'est pour ça qu'il lui est fidèle. Les gens qui vont voir Cat Onoma, c'est pas juste des oui-dire, des gens, ah tiens, je vais voir Cat Onoma, c'est des gens qui connaissent déjà bien le groupe. Ils ont une personnalité bien à eux, c'est déjà pas mal. Après 5 ans de silence, les copains se sont donc à nouveau retrouvés sur scène pour présenter leur 7e et dernier album. La question on se la pose à chaque fois, pourquoi un nouveau disque, est-ce que c'est justifié? Pour nous ce qui justifie un disque c'est que artistiquement il se passe quelque chose, d'abord pour nous. Et donc là, c'est vraiment ça a été le cas. Une fois qu'on a pris la décision, il y avait eu 4 ou 5 ans d'interruption quand même, ce qui est beaucoup. Une fois qu'on a pris la décision, ça a recommencé comme au premier jour. Après 5 ans d'absence, recommencer, comme au premier jour. C'est peut-être ça le secret de la musique de Cat Onoma, une musique de vrais copains.
C'est l'un des plus beaux monuments de l'époque romaine en France. Le Pont du Gard propose depuis quelques jours un musée unique avec reconstitution du réel, images virtuelles afin de mieux comprendre ce que fut l'époque romaine de sa construction. Jean Pézieux et Claude Barnier proposent maintenant une visite exceptionnelle en commençant par le haut. L'aqueduc romain de Nîmes comme vous ne l'avez jamais vu. Filmé par un cinéaste suspendu à une aile volante, voici à travers la garrigue les vestiges de l'ouvrage d'art qui transportait l'eau d'Uzès à Nîmes, ici, le Pont du Gard. Un survol sur écran qui est un des clous de la grande expo. C'est un musée qui m'enchante absolument parce que cette façon nouvelle de faire les musées sont extraordinaires. On entend des bruits, on voit des reconstructions. Moi je trouve que c'est formidable une chose comme ça. Ici est recréé le chantier de l'aqueduc avec les carrières d'où on extrait les blocs qui sont assemblés pour former le 3e étage du Pont du Gard. La restitution est faite à taille réelle. Les blocs ont été exécutés en résine par des décorateurs de cinéma sous le contrôle de scientifiques. Sur le même espace voisinent les outils des carriers d'alors qui ont peu varié au cours des siècles et des films. Un film évoque la construction romaine, un autre les techniques modernes qui ont fait évoluer les métiers de la pierre. C'est très important de montrer cette permanence de ce travail de la pierre. Alors il a changé au XXe siècle, mais autrement pendant des siècles le travail de la pierre a été identique et c'est intéressant de se reporter à l'époque romaine tout en passant à travers des images d'aujourd'hui. L'eau amenée à Nîmes par l'aqueduc, construit sous l'empereur Auguste, c'est l'autre grand thème de l'expo. Projection murale, décors quasi réels, maquettes, toutes les ressources de la muséographie sont employées pour montrer l'importance de l'eau dans les maisons romaines. Le top, c'est l'outil informatique, l'image en 3 dimensions. C'est une vue d'une ville à l'époque romaine et plus précisément, c'est une vue de la rue, d'une rue de Pompéi. Le visiteur progresse dans une maison plus vraie que nature. À partir des photos de vestiges d'une villa, l'ordinateur a recréé les dimensions, les matières et les séquences. Un trou au milieu du toit, des gouttières qui permettent de recueillir l'eau qui tombe dans un bassin. Et l'eau du bassin est conduite pour être stockée dans une citerne. Le ticket d'accès à l'expo coûte 85 francs pour les adultes, 75 pour les enfants. L'avenir dira si les touristes seront nombreux ou pas à vouloir payer ce prix pour une visite éclairée d'un des ouvrages majeurs du patrimoine mondial. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Je vous rappelle les consignes de prudence et de vigilance sur les routes pour ce très grand week-end de repos, car il y a en effet l'œil et les techniques sophistiquées des gendarmes au bord des chaussées. Ils sont chargés du respect des limitations de vitesse. Attention notamment au retour dimanche soir. Tout de suite, la météo présentée par Patrice Drevet, suivie du Point Route, donc avec Valérie Maurice. Demain à 7h50 dans les 4 vérités, Gérard Morin recevra Leïla Chaïd, la déléguée générale de Palestine en France. À 13h, vous retrouvez Gérard Rolls. Et à 20h, bien sûr, Béatrice Schoenberg. À lundi, bonsoir, merci.